Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1, bienvenue dans ce 13h. Le président de la République Alassane Ouattara est depuis hier lundi au Ghana pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Les deux chefs d'État réaffirment leur volonté commune de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. La conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel a ouvert ses portes ce matin à l'Hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan. Pour cette première journée, il est question de la lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants. L'actualité, c'est aussi la peste à Madagascar qui est pour l'instant loin d'être circonscrite. Le nombre des cas et des morts de la peste a encore augmenté. Désormais, 610 cas et 63 décès ont été enregistrés dans le pays. Voilà pour les titres à suivre dans cette demi-heure d'information. Le président Alassane Ouattara est depuis hier au Ghana pour une visite de travail et d'amitié de 48 heures. Vous le verrez dans le reportage qui va suivre. Le chef de l'État, accompagné de son hôte, a pris un bain de foule dans la ville d'Accra où le peuple ghanéen, sorti nombreux, lui a réservé un accueil des plus chaleureux. Viviane Haïma. Après 50 minutes de vol, l'avion présidentiel ivoirien a atterri sur le tarmac de Jubilee Lounge, le pavillon présidentiel de l'aéroport Kotoka International d'Accra. Le président de la République Alassane Ouattara a été accueilli par son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, ainsi que par des ministres et officiels ghanéens. Côté ivoirien, par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, Ewi Koutoua Bernard, et le personnel de l'ambassade. Cette visite d'amitié et de travail du président de la République Alassane Ouattara à Accra au Ghana ce lundi 16 octobre intervient au lendemain de l'arrêt rendu par le tribunal international de La Haye sur le différend qui opposait le Ghana et la Côte d'Ivoire à propos de leurs frontières maritimes. Mais comme pour signifier que rien ne peut ébranler l'amitié et la fraternité entre leurs deux pays. Amitié et fraternité si patiemment entretenues par le président de la République Alassane Ouattara et les présidents Atta Mills, puis John Dramani Mahama et maintenant Nana Akufo-Addo. C'est une forte délégation ministérielle comprenant 10 ministres qui accompagnent le président de la République Alassane Ouattara dans cette visite. Côté ghanéen, toutes les dispositions sont prises pour faire de cette visite la première au Ghana du président de la République Alassane Ouattara sous l'ère du président Nana Akufo-Addo, une visite mémorable. En effet, après l'exécution des hymnes nationaux ivoiriens et ghanéens et les honneurs militaires qui leur ont été rendus, les deux chefs d'État ont réaffirmé par une chaude poignée de main, échangée devant la presse dans le salon d'honneur, la solidité de leur amitié, avant de quitter l'aéroport pour un tour d'honneur dans la ville où des milliers de Ghanéens, avec en main le drapeau ivoirien, sur un parcours de plusieurs kilomètres, attendaient depuis plusieurs heures pour acclamer les deux chefs d'État. Visite d'amitié et de travail avec comme objectif de formaliser l'excellente relation d'amitié qui s'est instaurée entre les deux chefs d'État et entre les deux pays. Elle va enregistrer la signature d'un accord de partenariat stratégique qui va déboucher sur la tenue de conseils des ministres mixtes entre les deux gouvernements. Et sur place au Ghana, au premier jour de cette visite, les deux chefs d'État ont eu un entretien à l'issue duquel ils ont tous les deux réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. On reste avec Viviane Haïma, notre envoyée spéciale à Accra. Cette visite d'amitié et de travail verra la signature d'un accord de partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Au préalable, une séance de travail tenue au palais présidentiel a réuni ce lundi délégations ministérielles ghanéennes et ivoiriennes. Au terme de cette séance, les deux chefs d'État sont venus apporter leur caution aux conclusions des travaux. Le président Nana Akufo-Addo a remercié son homologue ivoirien pour avoir accepté son invitation. Il lui a exprimé son admiration et le prix qu'il attache lui-même à la réalisation de l'intégration sous-régionale.
Nana Akufo-Addo, qui est parfaitement bilingue pour avoir longtemps séjourné en France, où il a exercé comme avocat international, a estimé que la barrière de la langue ne doit plus constituer un handicap à l'intégration des peuples ivoiriens et ghanéens. À son tour, le président de la République, Alassane Ouattara, a remercié tout d'abord le président et le peuple ghanéen pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a félicité tout particulièrement la hauteur de vue du président Nana Akufo-Addo, alors qu'étant à l'époque ministre des Affaires étrangères du Ghana, il a eu à se prononcer sur la crise en Côte d'Ivoire. Il a félicité leur volonté commune de renforcer la coopération entre leurs deux pays. Il a en outre souhaité à son tour que la différence de langue ne constitue plus un obstacle à la réalisation de cet objectif. Nous avons été fortement impressionnés de l'accueil que nous avons reçu, bien sûr à vos côtés, pendant la tournée dans la ville d'Accra. Je vous disais d'ailleurs dans la voiture qu'en général, les partis au pouvoir ne sont pas très populaires dans la capitale. Mais ça, nous avons vu une exception ici à Accra, compte tenu de la ferveur qui nous a donc été montrée pendant le tour que nous avons effectué pendant 1 heure de temps dans la ville d'Accra. Alors en tout cas, ma délégation et moi-même voudrions vous dire nous sommes très sensibles à cette hospitalité et à cette marque d'attention. À mon tour, je voudrais vous dire que ce qui est particulièrement heureux aujourd'hui avec ce que nous allons faire, c'est la vision que nous avons l'un et l'autre. Nous avons une vision d'avoir en perspective le développement de nos deux pays, dans l'intérêt bien sûr conjoint, mais aussi d'avoir une vision de politique économique qui soit conforme à nos réalités. Et nous menons ensemble des politiques qui tiennent compte de la capacité donc de nos pays. Nous partageons de nombreuses matières premières, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine minier, dans le domaine maritime. Et par conséquent, en réalité, ces deux pays sont tout simplement séparés à cause de la colonisation. Il s'agit d'un même pays, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et donc nous devons tout faire pour renforcer cette intégration qui est d'ailleurs naturelle par la géographie, par l'histoire, par la culture. Et les discussions que nos collaborateurs ont eues, je crois, nous permettront de développer un schéma pour l'avenir qui est conforme à notre volonté commune. Je crois que nous avons la volonté politique, vous et moi, de faire avancer la coordination et l'intégration dans notre sous-région, mais tout particulièrement entre nos deux pays. Au terme de cette journée de travail entre délégations ghanéennes et ivoiriennes, l'accord de partenariat stratégique entre les deux pays sera signé le lendemain de cette première journée, soit mardi. Ici en Côte d'Ivoire, la conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel se tient en ce moment même à l'hôtel Ivoire Sofitel d'Abidjan sous l'impulsion de Dominique Ouattara, la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. La lutte contre le travail des enfants et la question de l'autonomisation des femmes vont prendre une dimension sous-régionale. Les premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel sont donc à Abidjan dans le cadre de cette conférence. Et je vous propose tout de suite d'écouter la première dame, Dominique Ouattara. C'était à la cérémonie d'ouverture de la conférence des premières dames d'Afrique, de l'Ouest et du Sahel. La conférence qui nous réunit ici aujourd'hui constitue une occasion unique de partager nos expériences et de fédérer nos efforts en matière de protection des enfants. Elle permettra de mener des concertations en vue de mettre en œuvre une stratégie commune visant à soutenir les efforts de nos pays dans ce domaine. En effet, en dépit des progrès significatifs réalisés par nos gouvernements ces dernières années, des milliers d'enfants restent menacés par la persistance de pratiques néfastes qui les privent de leurs droits. Ces menaces, pour l'épanouissement de nos enfants, requièrent de notre part des actions urgentes et concertées pour leur protection. Mes chères sœurs,
Si j'ai tenu à faire cette conférence sur la lutte contre le travail des enfants, avec mes consoeurs, les Premières Dames, qui font tant pour la protection de nos enfants, c'est parce que je souhaite l'implication de toutes les Premières Dames sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. En effet, je sais que la lutte contre le travail des enfants est déjà traitée au niveau ministériel par tous les pays. Mais si le sujet est aussi porté par mes sœurs Premières Dames, il aura alors toutes les chances de progresser plus vite. Car lorsqu'une Première Dame d'un pays choisit de défendre une cause au niveau national, toutes ses sœurs lui emboîtent le pas et ce sujet fait alors des progrès remarquables puisque, comme dit l'adage, « ce que femme veut, Dieu le veut ». En effet, je crois fortement qu'en unissant nos forces, nous pourrons impulser ensemble un profond changement des mentalités dans nos pays et sur notre continent. De cette façon, il sera possible de protéger les droits fondamentaux de nos enfants, notamment le droit d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, d'être soignés, d'aller à l'école, d'être protégés de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. Dominique Ouattara à l'ouverture de la conférence des Premières Dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Notez que la conférence sur la lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants est doublée d'une cérémonie de lancement de la campagne régionale de communication pour un changement social et comportemental sur le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Cette question sera à l'ordre du jour demain, mercredi 18 octobre. Et justement, ce sont les Premières Dames de 6 pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad qui lanceront la campagne régionale de communication pour un changement social et comportemental en vue d'accélérer l'autonomisation des femmes. Kabanyale, la ministre du Plan et du Développement, situe les enjeux de cette rencontre au micro d'Adama Koné. 6 pays africains engagés dans le changement social et comportemental se donnent rendez-vous les 17 et 18 octobre à Abidjan. À l'origine de cette initiative commune, un constat. Il y a 2 ans, 6 pays de la sous-région qui ont en commun d'avoir un fort taux de croissance démographique ont décidé de mettre en œuvre, avec l'appui financier de la Banque mondiale, un projet que nous avons appelé projet SWED. Les participants de la réunion d'Abidjan auront pour mission, entre autres, de réfléchir sur un modèle démographique qui met la femme au cœur du développement. Il s'agit en réalité de maîtriser le croît démographique pour accroître la capacité des États, des ménages, des familles à plus investir dans les ressources humaines, avec un accent qui est mis sur la préoccupation de l'autonomisation de la femme, parce que comme on dit en Afrique, lorsque vous éduquez la femme, vous éduquez la population, et l'autonomisation de la femme accroît justement la capacité de la société à maîtriser ce croît démographique. La rencontre d'Abidjan a la caution des Premières Dames qui y sont attendues. À l'invitation de Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, les autres Premières Dames des pays membres du SWED vont se mettre autour d'elle et elles vont lancer la campagne sur le changement de comportement en matière d'autonomisation de la femme pour bonifier le dividende démographique. Le ministre du Plan et du Développement appelle alors à la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans la question du dividende démographique. Le projet est financé par la Banque mondiale. Voilà ce que l'on pouvait dire à l'heure qu'il est sur cette conférence des Premières Dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel qui a lieu ici même à Abidjan. Korogo a abrité dimanche la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de la femme rurale. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a apporté le soutien du gouvernement aux femmes rurales. D'importants lots de matériel agricole ont été offerts à 20 groupements de femmes du district des Savanes. Charles Tatou, RTI Boaké.
Plus de 10 000 femmes de la région du Poro dans les activités génératrices de revenus, reparties dans 16 groupements féminins, dont 10 pour la production maraîchère et 6 dans la transformation du karité. Par mois, ces groupements, avec respectivement 20 tonnes et 2400 tonnes, réalisent d'importants chiffres d'affaires. Normal donc de porter le choix sur la ville de Korogo pour la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de la femme rurale. Thème national retenu, entrepreneuriat féminin en milieu rural, défis et perspectives de la promotion de la chaîne des valeurs agricoles. Des équipements agricoles d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA offerts à 20 groupements de femmes du district des Savanes. Une action appréciée par les bénéficiaires et les partenaires techniques et financiers du pays. La reconnaissance de toutes les femmes du milieu rural au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au gouvernement ivoirien, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour les actions menées en vue de leur autonomisation. L'Union européenne, avec ONU Femmes et le ministère de la Femme, a souhaité se mobiliser et mobiliser les talents et les énergies des Ivoiriens et des Ivoiriennes autour de la question les femmes et l'accès au financement dans le milieu rural. Nous avons pu l'entendre ce matin, il y a beaucoup de défis. L'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à la terre sont des droits fondamentaux pour lesquels nous devons nous battre. La ministre Marietou Koné salue les efforts des femmes rurales. Mes chères mamans, chères sœurs, je salue tous vos efforts et vos résultats majeurs que nous célébrons en ce jour. Je vous en félicite et vous encourage à faire mieux. Toutefois, aujourd'hui, il n'est plus question de produire pour produire, mais il faut en plus se donner des opportunités pour la distribution. Il s'agit pour vous de devenir de véritables femmes d'affaires, bien qu'étant en milieu rural. La cérémonie s'est achevée par une visite des stands d'exposition. Nous sommes le 17 octobre 2017 et depuis 1992, le 17 octobre est reconnu par l'ONU Journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté. Le 17 octobre est une journée pour affirmer que l'extrême pauvreté est inacceptable, que c'est une violation des droits de l'homme. On peut en finir avec ce scandale si on se met ensemble et qu'on prend en compte ce qu'on a à nous dire, ce qu'ont à nous dire les personnes qui vivent la grande pauvreté. Plus loin, aux États-Unis, où se trouve depuis quelques jours Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre y est dans le cadre des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Il a eu récemment une séance de travail avec le vice-président Afrique du groupe. Les deux parties disent être en phase sur la question de la transformation des matières premières, notamment le cacao et l'anacarde. On retrouve Adama Koné, notre envoyé spécial à Washington. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est rendu au siège de la Banque mondiale à Washington, le cœur léger. Au cours de la séance de travail qu'il a eue avec le vice-président Mactar Diop, il n'a pas été question de négocier un décaissement d'actualité. C'est que tous les signaux sont ouverts, ce qui a fait dire à Mactar Diop que les relations sont excellentes et que la Côte d'Ivoire est un modèle de coopération dans la sous-région ouest africaine. Les deux parties se sont donc entretenues sur la nécessité de transformer le cacao et l'anacarde. Une des approches est de renforcer le partenariat avec le Ghana sur toute la chaîne de valeur du cacao. Recherche, production, mise à marché et pourquoi pas tendre vers une harmonisation des prix entre les deux pays qui représentent 60% de l'offre mondiale. D'ailleurs, au cours de l'audience que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a accordée à la délégation de l'Afreximbank, la transformation du cacao a constitué un sujet important. L'Afreximbank ayant manifesté son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire. D'énergie, il en a été aussi question au siège de la Banque mondiale. Pour la banque, il est important de créer un marché régional de commerce d'énergie. Le modèle serait d'interconnecter les différentes capitales. À la matière, la banque pourrait jouer un rôle de régulation des contrats passés entre les pays. Le vice-président souhaite que la question fasse l'objet d'une session en avril 2018. Et ce sera aux assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.
Un mot de défense dans ce journal. Le commandant des forces françaises au Sénégal était récemment en visite en Côte d'Ivoire. Le général de brigade Denis Mistral a été à cet effet reçu par Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense. Le général de brigade a fait le point de l'appui des forces françaises en Côte d'Ivoire dans la mise en condition opérationnelle des forces armées ivoiriennes avant de visiter le premier bataillon pilote projetable d'Anokwa-Kouté. On en sait plus avec Abou Sanogo. Le général de brigade Denis Mistral, commandant des éléments français au Sénégal, en visite en Côte d'Ivoire, reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Venu lui faire ses civilités en compagnie de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, le nouveau commandant des éléments français au Sénégal a profité pour lui présenter ses ambitions sur les questions de formation militaire dans la mise en œuvre de la coopération de défense entre la France et la Côte d'Ivoire. Il lui a également fait le point de l'appui des forces françaises en Côte d'Ivoire dans la mise en condition opérationnelle des forces ivoiriennes. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, les forces armées de Côte d'Ivoire restent engagées à s'aligner sur les standards internationaux. Après le ministère d'État, ministère de la Défense, le général Denis Mistral a été reçu par le général de division Touré Sekou, chef d'état-major général des armées au Kangalini. À cette rencontre, l'autre a souligné que la France reste disposée à accompagner la Côte d'Ivoire dans la montée en puissance de son système de défense et la projection des forces armées de Côte d'Ivoire dans les opérations de maintien de la paix. De l'état-major général des armées, le général Denis Mistral s'est rendu au premier bataillon pilote projetable à Anokwa-Kouté, aux ordres du lieutenant-colonel Kofi Célestin. Un exposé aura permis aux visiteurs de s'imprégner du niveau d'évolution de l'unité dans le cadre de sa montée en puissance. À l'issue du point de situation, la délégation a pu voir la section de protection en instruction sur la maîtrise opérationnelle des armes légères. Bruno Nabagné-Kone était hier à la maison de la radio au plateau pour visiter les installations de Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire. Tout en constatant les conditions de travail des agents, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a confirmé l'engagement de l'État à accompagner la politique de modernité engagée par la Direction générale de la RTI. Le compte-rendu de Franck Quadio. Depuis 1961, l'espace audiophonique est en Côte d'Ivoire occupé par Radio Côte d'Ivoire, revisité en 1991 comme chaîne généraliste de services publics et puis, plus de 10 ans après, identifié par les deux chaînes Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2 pour la triple mission informer, éduquer et distraire. Aujourd'hui, tous les programmes ont été revus à telle enseigne que Radio Côte d'Ivoire donne à voir tous les jours une grille de programmes bien achalandée avec des bons programmes d'information, de sport, de divertissement et des magazines d'éducation et de sensibilisation de la population. Mais difficile, en dépit des efforts de la Direction générale et de l'État, d'atteindre son plein d'objectifs. Déjà, nous avons conscience de ce que le confort d'écoute reste à parfaire. Nous avons un sérieux problème à ce niveau, mais ce bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui, à l'origine, était un bâtiment technique qui s'est vu transformé en maison de la radio au fil des années. Et c'est un bâtiment qui date des années 50. Mais aujourd'hui, les normes sont telles qu'il nous faut pouvoir nous hisser à un certain niveau de technologie pour pouvoir répondre aux attentes de nos auditeurs. S'imprégner des conditions et de l'environnement de travail des agents de ce pendant important du groupe RTI, c'est le sens de la visite du ministre de la Communication Bruno Nabagné-Kone, venu de ses bureaux à quelques dizaines de mètres de la radio à pied et sans escorte motorisée. Accueil et premier contact, les studios. Le direct du 12h de Radio Côte d'Ivoire avec Mireille Akédié et Kolo Koulibaly pour planter le décor. Au niveau du gouvernement, quelle est la vision par rapport à Radio Côte d'Ivoire? La vision, c'est qu'elle travaille spécifiquement sur ce domaine-là, puisque... Puis, santé, sur Fréquence 2, atmosphère plus décontractée. Les studios, mais aussi les différentes rédactions, sans oublier les installations techniques, une visite jugée enrichissante. Nous avons des idées claires pour améliorer le travail qui est fait au bénéfice de nos populations. Il s'agit de médias de services publics, mais en même temps, notre ambition n'est pas de les enfermer dans ce statut. Notre ambition, c'est de leur donner la capacité ou les moyens d'être totalement indépendants, d'entendre les Ivoiriens sur leurs attentes
et puis d'essayer dans la mesure du possible d'apporter aux Ivoiriens ce qu'ils souhaitent. Direction générale et agents rassurés donc, l'État engagé une fois encore pour la modernisation des structures audiovisuelles du service public. Des médias à l'éducation, il n'y a qu'un pas. Direction Atekro dans le département de Didiévi. La première dame Dominique Ouattara vient d'y faire un don de fournitures scolaires aux écoliers. Le reportage de nos confrères de RTI Boaké. Madame la première dame Dominique Ouattara a pensé à toi pour cette rentrée scolaire. Elle me charge donc de te remettre ce kit. Avec le don de la première dame, les écoliers de l'école primaire publique Boï-Lui et du centre de protection de la petite enfance de Atekro ont reçu 500 tenues scolaires. Cette fois-ci, une action du groupe français Bouchard en soutien aux efforts consentis par Dominique Ouattara pour la scolarisation des tout-petits. Par ce don, Bouchard Côte d'Ivoire souhaite modestement offrir une bouffée d'oxygène aux parents d'élèves en ce qui concerne la prise en charge de leurs frais de scolarité et de permettre ainsi aux enfants de se concentrer sur leurs études. 228 kits scolaires et 500 tenues scolaires. Élus et cadres de Atekro ont tenu à témoigner leur reconnaissance aux différents donateurs. L'occasion est vraiment opportune pour dire merci au nom des populations d'Atekro à la première dame, Dominique Ouattara. Nous disons également merci à M. Koucho Jean-Jacques. Je voudrais réitérer ici ma gratitude et mes remerciements à Madame la Première Dame pour ce don qui est un concours essentiel et important dans la scolarisation des enfants de ce village et par-delà du département. Jean-Jacques Koucho, directeur général de Bouchard Côte d'Ivoire, a été intronisé fils du village de Atekro. Les enfants bénéficiaires de toutes ces actions ont, à travers une sonorité bien de leur époque, esquissé des pas de danse, symbole de gratitude et de reconnaissance. Parlant de gratitude, la poche de l'écolier danseur prenait du volume sous le poids des billets de banque offerts par le public. Pour aller à l'école et faire usage de tous ces dons, il faut être en bonne santé et surtout voir clair. En Côte d'Ivoire, la prévalence de la cataracte est de 0,8%, soit environ 160 000 cas de cécité. Au cours de la journée de la vue, célébrée récemment à Abengourou, environ 700 malades des yeux ont été consultés et plusieurs parmi eux opérés. Chantal Akandan, de retour d'Abengourou. Une halte à Bangourou pour célébrer la vue. En Côte d'Ivoire, la prévalence de la cataracte est de 0,8%, soit environ 60 000 cas de cécité. Information donnée par Dr Marie-Paula Ourega, directrice du PNSSU, Programme national de santé scolaire et universitaire, et représentant la ministre de la Santé. Les journées organisées ont permis de consulter 692 malades des yeux, dont 98 cas de cataracte opérés. La Côte d'Ivoire a adhéré à l'initiative mondiale Vision 2020, le droit à la vue, qui devrait permettre d'ici à l'an 2020 de réduire la prévalence de la cécité dans le pays. Les populations de l'Indénieux Djuablin ont été sensibilisées à fréquenter les centres d'ophtalmologie pour leurs problèmes de santé oculaire. Les populations, avec à leur tête le préfet de région, se sont réjouis de cette initiative qui vise à venir vers elles pour leur apporter la santé. L'événement a bénéficié du soutien de l'ONG CBM, qui est un partenaire du Programme national de la santé scolaire et universitaire. Je vous le disais en titre, la peste à Madagascar est pour l'instant loin d'être circonscrite. Le nombre de cas et de morts de la peste a encore augmenté depuis, d'après le dernier bilan fourni par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes. Désormais, 610 cas et 63 décès ont été enregistrés sur l'ensemble de la Grande Île. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance à notre antenne.